Rentre chez toi. Ne dis rien à ta mère ni à ton frère. Ce message est arrivé à 6h47 du matin, alors que j'étais assise sur un balcon ensoleillé, à Hilton Ellis Island, en train de regarder ma mère rire pour la première fois en 21 ans, à cause de quelque chose que mon frère venait de dire. Un numéro inconnu, aucun nom, seulement 7 mots qui m'ont glacé le sang. 12 heures plus tard, je me tenais dans le hall des arrivées de l'aéroport Bradley, à Hartford. Un homme, vêtu d'un costume gris, tenait une pancarte à mon nom. À côté de lui, se trouvaient 2 policiers. Ce qu'ils m'ont montré, dans cette salle de conférence. Je ne me souviens pas d'avoir percuté le sol. Je me rappelle simplement m'être réveillé sous des lumières fluorescentes, alors qu'un ambulancier me demandait de compter à rebours à partir de 10. C'était il y a 4 mois. Je ne dors toujours pas d'une traite, la nuit. Mais j'ai besoin de tout vous raconter, parce que ce que ma famille a fait, et la façon dont j'ai réagi, a changé pour toujours celle que je suis. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment. Et j'aimerais savoir d'où vous me regardez, en ce moment même. Indiquez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. Je m'appelle Will O'Frel, j'ai 32 ans, et voici l'histoire de la façon dont ma propre mère et mon frère ont essayé de me détruire, et comment la vérité m'a sauvé la vie. Laissez-moi vous ramener à une nuit pluvieuse de novembre, à Glastonbury, dans le Connecticut, la nuit où j'ai cessé d'être la fille de quelqu'un. J'avais 11 ans. C'était un mardi, le 14 novembre. Je me souviens de la date car j'avais rapporté une autorisation pour une sortie scolaire au Wadsworth Atheneum, le musée d'art de Hartford. Il me fallait une signature parentale, et 3 €. C'est tout. Une signature, et 3 €. Ma mère, Margaret Ferrell, était assise à la table de la cuisine quand je suis entré. Elle avait le téléphone collé à l'oreille. Sa voix était calme, plate, comme si elle lisait une liste de courses. C'est fait, disait-elle. Elle part ce soir. Je ne savais pas à qui elle parlait. Je ne le sais toujours pas. Elle a raccroché, puis m'a regardé comme on regarde une tâche sur un plan de travail. Quelque chose qu'il faut essuyer pour que ce soit propre. Prépare tes affaires, a-t-elle dit. J'ai cru qu'elle parlait de la sortie scolaire. J'ai même souri. Tu t'en vas ce soir. Mon frère, Dean, se tenait en haut des escaliers. Il avait 14 ans. Il a tout regardé. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas bougé. Il s'est simplement appuyé sur la rampe, comme s'il regardait un spectacle qui ne le concernait pas. Ma mère a ouvert la porte d'entrée. La pluie martelait le porche. Elle m'a tendu un sac poubelle noir, le genre qu'on utilise pour les déchets de jardin, et a prononcé 4 mots que j'entendrai jusqu'à la fin de mes jours, pars. Ne reviens pas. Pas de valise, pas de manteau, pas d'explication, et pas de 3 €. J'ai marché 5 kilomètres sous cette pluie. Mes baskets se sont remplies d'eau dès le 2e pâté de maison. Le sac poubelle s'est déchiré au coin de l'avenue Hébron, et mon livre de bibliothèque est tombé dans une flaque. Je suis arrivé chez mon grand-père, sur Hubbard Street, à 21h20. Quand il a ouvert la porte, il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas appelé Margaret. Il s'est simplement agenouillé sur le porche mouillé, m'a serré dans ses bras, et a dit, « Tu es à la maison, maintenant, petit oiseau. » C'était la dernière fois que quelqu'un de ma famille me prenait dans ses bras pendant 21 ans. Mon grand-père, Walter Ashford, était un ingénieur civil à la retraite qui vivait comme s'il n'avait jamais gagné un centime de plus que sa pension. Une petite maison de style Cape Cod, un potager à l'arrière, et un atelier dans le garage où il réparait des horloges, des radios, ou n'importe quel objet doté d'engrenages. Il portait toujours l'une de ses 3 chemises en flanelle, par rotation, et buvait son café noir dans un mug où il était écrit « Le grand-père le plus correct du monde ». Ma grand-mère, Rosemary, était la chaleur de cette maison. Elle m'a appris à cuisiner le rôti le dimanche. Elle tressait mes cheveux avant l'école. Elle me faisait la lecture tous les soirs, même quand j'avais 12 ans et que j'étais sans doute trop vieille pour cela. Je ne l'ai jamais arrêtée. Pendant 7 ans, cette petite maison sur Hubbard Street a été le seul endroit où je me sentais exister. Margaret n'a jamais appelé, pas une seule fois. Dean n'a pas écrit. Pas de carte d'anniversaire, pas de visite à Noël, rien. C'était comme si j'avais été effacé de leur vie avec la même aisance que ma mère utilisait pour essuyer le comptoir de la cuisine.
Mon grand-père n'a jamais forcé la discussion. Mais une fois, alors que j'avais 13 ans et que je pleurais dans le garage parce qu'une fille à l'école m'avait demandé pourquoi ma mère n'était pas venue à la réunion parents-professeurs, il a posé sa clé à molette et a dit quelque chose que je n'ai compris que des décennies plus tard, un jour. Tu comprendras pourquoi je garde le meilleur pour toi. Pas maintenant, mais un jour. J'ai remarqué des choses, des petites choses. Un homme en costume gris qui rendait visite à mon grand-père tous les quelques mois. Il s'asseyait dans le bureau, la porte fermée. J'entendais des voix basses, mais jamais des phrases complètes. Quand je demandais qui était cet homme, grand-père répondait, un vieil ami qui m'aide pour de la paperasse. Je n'ai pas insisté. J'étais juste reconnaissante d'avoir un foyer. Ma grand-mère Rosemary est décédée quand j'avais 16 ans. Un accident vasculaire cérébral, rapide et miséricordieux, et la maison de Hubbard Street est devenue un peu plus silencieuse, un peu plus froide. Mais mon grand-père a continué à tenir bon pour moi, je pense. Il m'a conduite aux visites d'université. Il a relu mes lettres de motivation. Il gardait une boîte en chêne verrouillée sur l'étagère du haut de son placard, qu'il n'ouvrait jamais devant moi. Je lui ai demandé une fois ce qu'il y avait dedans. Il a souri et a dit, ton avenir. Mon grand-père est mort dans son sommeil 3 semaines avant que je ne commence l'université. Je l'ai trouvé un samedi matin, toujours vêtu de sa flanelle, une main posée sur un livre traitant des ponts couverts. Il avait l'air serein. Il avait l'air d'avoir fini sa tâche. Les funérailles furent modestes. 6 voisins, le pasteur de l'église méthodiste de Main Street, une femme qui tenait la quincaillerie où grand-père achetait ses clous. Et puis, Margaret est entrée. Je n'avais pas vu ma mère depuis 7 ans. Elle était vêtue de noir de la tête aux pieds. Une croix en argent pendait à son cou. Elle se déplaçait dans l'église comme une veuve de cinéma, touchant les bancs, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, murmurant un merci aux inconnus qui lui présentaient leurs condoléances. Elle ne m'a jamais regardé, pas une fois. Médine, lui, l'a fait. Il a marché droit vers l'endroit où j'étais assise, au premier rang, s'est penché, et a dit quelque chose si bas que moi seul pouvais l'entendre, grand-père a tout laissé à maman. Il n'y a rien pour toi. Puis il a souri. Un sourire rapide, le genre qui disparaît avant que quiconque ne puisse le voir. Après la cérémonie, un homme m'a abordé sur le parking. Costume gris. Je l'ai reconnu. C'était l'homme qui venait autrefois dans le bureau de grand-père. Mademoiselle Ferrel, a-t-il dit. Mon nom est Thomas Mercé. J'ai été l'avocat de votre grand-père pendant 30 ans. Il m'a tendu une enveloppe de couleur crème, scellée à la cire, à l'ancienne, de façon délibérée. Votre grand-père m'a demandé de vous remettre ceci quand le moment sera venu. Il a marqué une pause. Ce moment n'est pas encore venu, mais gardez ma carte. J'ai pris la carte. J'ai pris l'enveloppe. J'ai mis les deux dans mon portefeuille et je n'y ai plus touché. J'ai repris le bus pour mon dortoir, seul, ce soir-là. Plus de famille, plus de filets de sécurité. J'avais 18 ans, une enveloppe scellée que j'avais trop peur d'ouvrir, et la carte de visite d'un homme en costume gris qui m'avait dit « Le moment n'est pas venu ». J'ignorais que ces 2 morceaux de papier me sauveraient la vie 14 ans plus tard. J'ai payé mes études comme beaucoup de gens le font, des bourses, des petits boulots, et des nouilles instantanées 5 soirs par semaine. J'ai étudié l'informatique à UConn, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et j'ai déménagé à San Francisco avec 600 € et une valise cabine. Je n'appelais pas cela de l'ambition à l'époque, j'appelais cela ne pas avoir le choix. À 24 ans, je travaillais 80 heures par semaine dans une start-up à Soma, écrivant du code pour une application en laquelle je ne croyais pas, déjeunant à mon bureau, et dormant dans un studio de la taille d'une place de parking. Personne dans ma famille ne savait où j'étais. Personne ne demandait. Mais quelque chose grandissait en moi. Pas du ressentiment, mais une mission. Je ne cessais de penser aux jeunes que j'avais rencontrés à l'université, ceux qui sortaient du système de placement familial sans rien. Pas de famille, pas de conseils, personne à appeler quand le propriétaire augmentait le loyer, quand la voiture tombait en panne, ou quand la solitude devenait si lourde qu'elle vous pressait la poitrine comme du béton. Je connaissais ce sentiment. Je l'avais vécu. À 27 ans, j'ai créé Artine. C'était une plateforme simple, mettre en relation des jeunes sortant du système avec des mentors bénévoles prêts à s'investir. Pas de la charité, mais une présence, quelqu'un pour répondre au téléphone.
À 30 ans, un fonds de capital risque y a cru suffisamment pour investir. L'entreprise a été valorisée à 47 millions d'euros. Sur le papier, j'étais riche. Dans la pratique, j'étais toujours la fille en basket marchant 5 km sous la pluie. Ma seule véritable amie était Grace Kimble, une infirmière rencontrée à la bibliothèque d'Ucon en première année. Elle venait de Brockton, dans le Massachusetts. Direct, têtue, le genre de personne qui vous dirait que votre coupe de cheveux est ratée avant même de vous demander comment s'est passée votre journée. Grace savait tout de mon passé. Et elle avait une règle concernant ma famille, s'ils reviennent un jour, m'a-t-elle dit un soir autour d'un plat thaï, ce n'est pas parce que tu leur manques, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Je la croyais, pour l'essentiel, mais il y a une différence entre croire quelque chose dans sa tête, et le croire dans cette partie de soi qui garde toujours un sac poubelle au fond du placard, juste au cas où. Une nuit, des années plus tard, j'ai trouvé une ligne enfouie dans mes dossiers d'aide financière d'Ucon. Une partie de ma bourse avait été financée par une fiducie éducative anonyme. Pas de nom, pas de trace, juste un dépôt à chaque semestre, réglé comme une horloge. Je ne pouvais pas le prouver, mais j'avais le sentiment de déjà savoir d'où ça venait. L'appel est arrivé un mercredi, à 21h14, heure du Pacifique. J'étais sur mon canapé à San Francisco, regardant distraitement un documentaire sur l'ingénierie des ponts et une habitude héritée de grand-père quand mon téléphone s'est éclairé avec un indicatif du Connecticut. J'ai failli ne pas répondre. J'aurais aimé ne pas le faire. Willow. La voix était plus vieille, plus tremblante, mais reconnaissable entre mille. C'est ta mère. Silence. Le mien, pas le sien. Je sais que je ne mérite pas cet appel. Elle m'a annoncé qu'on lui avait diagnostiqué un cancer à un stade précoce. Elle a dit qu'elle allait à l'église toutes les semaines. Elle a dit qu'elle avait changé. Elle a prononcé le mot pardon 4 fois en 2 minutes, et chaque fois, cela semblait plus répété que la précédente. Puis, elle a dit la chose qui m'a fait craquer, je veux que nous soyons ensemble, tous, avant qu'il ne soit trop tard. Des vacances. Hilton et l'Islande, en famille. Elle a marqué une pause. Dean veut s'excuser lui aussi. J'ai dit non. Elle a pleuré. J'ai raccroché et j'ai appelé Grace. La carte du cancer, a dit Grace. Manipulation classique. N'y va pas. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Je fixais le plafond et je me disputais avec moi-même comme seule une personne abandonnée peut le faire, moitié logique, moitié cette petite voix désespérée qui murmure encore, peut-être que cette fois, ce sera différent. La 3e nuit, j'ai pris la photo encadrée sur ma table de chevet. Grand-père et moi sur son porche, l'été de mes 15 ans. Il souriait comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Il aurait voulu que j'essaie. J'en étais sûr. J'ai rappelé Margaret. Je viendrai. 3 jours, pas 5. Je réserve mon propre vol et ma propre chambre. Elle a tout accepté instantanément. Pas de résistance, pas de négociation. Cela aurait dû être mon premier avertissement. 20 minutes plus tard, un SMS d'un numéro inconnu, fais attention. 2 mots, aucun nom. J'ai cru que c'était un spam. Je l'ai supprimé. C'était mon 2e avertissement. Et je l'ai complètement raté. Hilton Head, fin septembre, possède ce genre de beauté qui semble empruntée, comme si elle ne pouvait pas durer. De la mousse espagnole, l'air salin, une lumière de coucher de soleil qui donne à tout l'aspect d'un tableau que quelqu'un aurait oublié de signer. Je suis arrivé par Savannah et j'ai conduit 45 minutes jusqu'au complexe hôtelier, une propriété en bord de mer, avec service de voiturier, le genre d'endroit qui met des orchidées dans le hall et facture le jus d'orange 12 €. Dean avait réservé. Je n'ai pas demandé avec quel argent. Margaret attendait dans le hall. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, plus mince. Ses cheveux étaient devenus argentés aux tempes, et elle portait un gilet bleu pâle qui lui donnait l'air d'une institutrice d'école du dimanche. Quand elle m'a vu, elle a ouvert les bras et a commencé à pleurer avant même que je ne l'atteigne. « Tu es si belle », a-t-elle dit contre mon épaule. « Tu ressembles tellement à ta grand-mère. » Dean se tenait derrière elle, plus grand maintenant, plus carré, portant une chemise en lin repassée, une montre en cuir et un sourire digne d'un salon de coiffure. Il a tendu la main comme si nous nous rencontrions à une conférence d'affaires. « Salut Frangine, ça fait un bail. »
Il m'a présenté sa petite amie, Amber Jennings, 28 ans. Cheveux blonds, dents droites, rire facile. Elle m'a serré la main avec les deux siennes et a dit « J'ai tellement entendu parler de toi », d'une voix qui ressemblait à celle d'un service client. Le dîner de ce premier soir fut presque normal. Presque. Margaret a parlé de son groupe de l'église. Dean a parlé de sa carrière dans l'immobilier. Amber riait à toutes les blagues de Dean. Personne n'a mentionné les 21 ans, mais j'ai remarqué des choses. Dean m'a demandé 2 fois ce que je faisais dans la vie. Puis, il a demandé si j'étais locataire ou propriétaire. Ensuite, est-ce que tu es à l'aise financièrement? Je veux dire, la famille devrait prendre soin les uns des autres. J'ai donné des réponses vagues, j'ai souri, j'ai mangé mon poisson, et quand je suis retourné dans ma chambre, j'ai vérifié mon téléphone. Un nouveau SMS du même numéro inconnu, ton frère a-t-il déjà demandé de l'argent? Cette fois, je ne l'ai pas supprimé. J'ai fait une capture d'écran. Le lendemain matin, Margaret a suggéré des photos de famille sur la plage. Pour s'en souvenir, a-t-elle dit. J'ai accepté. Quel mal des photos pourrait-elle faire? Beaucoup, apparemment, quand votre mère les utilise comme une mise en scène. Elle a interpellé un employé du complexe pour prendre les clichés. Et pendant que la jeune femme ajustait l'angle, Margaret s'est penchée et a dit assez fort pour que tout le monde aux alentours entende, « Ma fille est revenue vers moi après des années de fuite. » Elle a toujours été la plus têtue. Une fuite? Comme si j'étais parti par choix, comme si je n'avais pas été poussé vers la porte à 11 ans avec un sac poubelle, sous la pluie. Je ne l'ai pas corrigé. Je suis resté là, dans le sable, mon bras autour d'une femme qui venait de réécrire mon enfance pour un public d'inconnus, et j'ai souri pour l'appareil. Plus tard, la voix de Dean a baissé d'une demi-octave. Écoute, je vais être honnête. J'ai eu quelques passages à vide, quelques dettes, rien de majeur. Il a haussé les épaules comme s'il décrivait une contravention pour stationnement. As-tu déjà pensé à investir ensemble, entre frères et sœurs? Je ne suis pas en position d'investir, ai-je répondu. Il a pivoté rapidement. Tu sais que grand-père a tout laissé à maman, n'est-ce pas? Sa maison, ses économies. Pas grand-chose, honnêtement. Il observait mon visage, me testant. Je ne connaissais pas les détails, ai-je dit, ce qui était vrai. Ce soir-là, j'étais en train de me brosser les dents quand j'ai entendu des voix dans le couloir, devant ma porte. Margaret et Dean. Le ton était bas, tendu. Elle ne sait rien, a dit Margaret. Continue. Elle est méfiante, a répondu Dean. Alors, sois meilleur. J'ai plaqué mon dos contre le mur de la salle de bain. Ma brosse à dents était encore dans ma bouche. Mes mains tremblaient. J'ai attendu que le couloir redevienne silencieux. Puis, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message au numéro inconnu, « Qui êtes-vous » 3 minutes ont passé. Puis, quelqu'un en qui ton grand-père avait confiance. Matin du 3e jour. Le dernier jour où j'avais accepté de rester. Dean est arrivé au petit déjeuner avec une pochette Kraft. Il l'a posée sur la table, entre la salière et le beurrier, aussi décontracté que s'il s'agissait d'un journal. Bon, j'ai examiné la succession de grand-père, a-t-il dit. Il s'avère qu'il y a des propriétés et des comptes qui n'ont jamais été correctement distribués. Il a ouvert la pochette et a fait glisser un document agrafé vers moi. Maman et moi pensons qu'il serait juste que nous signions tous ceci, simplement pour regrouper les choses sous une seule fiducie familiale. Je l'ai pris. L'entête indiquait, accord de fiducie familiale, succession Ashford-Ferrell. Je ne suis pas avocate, mais j'ai passé 5 ans à réviser des contrats pour mon entreprise. Je sais à quoi ressemble une clause de procuration quand elle est déguisée sous un langage familial. Et ce document donnait à Dean le contrôle total sur chaque actif lié au nom Ashford. J'ai besoin de temps pour lire ceci correctement, ai-je dit. C'est juste une formalité, Dean s'est penché en arrière. Maman a déjà signé. Margaret m'a pris la main. J'ai dit que j'avais besoin de temps. J'ai retiré ma main. La mâchoire de Dean s'est contractée. Amber lui a jeté un regard, puis a baissé les yeux vers son téléphone. De retour dans ma chambre, j'ai photographié chaque page et j'ai envoyé les images à mon avocat à San Francisco. 2 heures plus tard, il m'a appelé. Ne signe rien, a-t-il dit.
Ce document donnerait à ton frère le contrôle sur des actifs dont tu n'as peut-être même pas connaissance. Je me suis assise sur le bord du lit. Mon téléphone a vibré. Le numéro inconnu. Un message plus long cette fois, rentre chez toi par avion. Ne dis rien à ta mère ni à ton frère. Il y a un vol à 6 heures demain matin au départ de Savannah. Prends-le. Une voiture t'attendra à Hartford. N'aie pas peur. Je suis resté sur ce lit pendant 1 heure, les yeux fixés sur le message. Mes mains tremblaient. Je ne cessais de me demander, et si c'était une arnaque? Et si quelqu'un essayait encore de me séparer de ma famille? Mais ensuite, j'ai pensé, quelle famille? Celle qui m'a jeté à la rue à 11 ans. Celle qui vient de glisser un piège sur la table du petit déjeuner en l'appelant héritage? Je devais choisir, et j'ai choisi de faire confiance à un inconnu plutôt qu'à mon propre sang. Auriez-vous fait la même chose? Je ne sais toujours pas si c'était du courage ou juste un instinct de survie. Dites-le moi dans les commentaires, car même maintenant, 4 mois plus tard, j'hésite encore. J'ai réglé mon réveil pour 4h30 du matin et je n'ai pas fermé l'œil. 4h30, il faisait encore nuit. Le couloir de l'hôtel sentait le chlore et l'hibiscus. J'ai pris mon bagage à main, je ne défais jamais complètement mes valises dans les endroits que je pourrais avoir besoin de quitter et j'ai emprunté l'escalier de service jusqu'au rez-de-chaussée. Pas de passage à la réception, pas de mots. J'ai commandé un Uber depuis le parking et j'ai regardé l'hôtel rétrécir dans le rétroviseur alors que nous nous engagions sur l'autoroute 278. La conductrice était une enseignante à la retraite prénommée Donna. Elle m'a demandé si je rentrais chez moi. J'ai répondu que oui. C'était la chose la plus vraie que j'ai dite en 3 jours. À l'aéroport international de Savannah Hilton Head, je me suis enregistré pour le vol de 6 heures vers Hartford. La porte d'embarquement était à moitié vide, un homme d'affaires, une mère avec un enfant en bas âge qui dormait. Moi, assise sur une chaise en plastique avec un café que je ne pouvais pas boire, répétant des discours d'adieu que je ne prononcerai jamais. J'ai envoyé un message à Grace depuis la file d'attente, quelque chose ne va vraiment pas. Je pars. Je t'appelle quand j'atterris. Grace, que Dieu la bénisse, m'a répondu, Dieu merci. L'avion a décollé à 6h05. J'ai regardé la côte s'incliner et disparaître. L'île, l'hôtel, cette famille en laquelle j'avais voulu croire pendant 72 heures stupides et pleines d'espoir. Mon téléphone a vibré à 7h30. Dean, où es-tu? Maman est morte d'inquiétude. Puis Margaret, ou Willow, s'il te plaît, ne me fais pas encore ça. Puis Dean, 1 minute plus tard, on doit parler de la fiducie. C'est important. 3 messages en 10 minutes. L'inquiétude, la culpabilité, puis la pression. Une escalade parfaite. J'avais vu Margaret faire cela toute mon enfance. L'ouverture toute en douceur, le milieu plein de blessures, et la conclusion tranchante. Dean avait bien appris. J'ai éteint mon téléphone et j'ai appuyé mon front contre le hublot. Et c'est là que je l'ai senti dans la poche de ma veste. Une carte de visite, assouplie par les années, les bords usés comme du feutre. Thomas Mercé, avocat. Je l'avais gardée dans mon portefeuille pendant 14 ans, la transférant de veste en veste, sans jamais savoir pourquoi je ne pouvais pas la jeter. Maintenant, je savais. Aéroport Bradley de Hartford, porte B4. J'ai traversé la passerelle, mon bagage à l'épaule, avec l'impression d'entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'avais raison. Un homme se tenait dans la zone des arrivées, tenant une petite pancarte, W. frêle. Costume gris, cheveux argentés, la soixantaine avancée. À côté de lui, 2 officiers de la police d'État du Connecticut, en uniforme impeccable, les mains sur les côtés, pas agressifs mais bien présents. L'homme a abaissé sa pancarte quand il m'a vu. Mademoiselle Ferrell, je m'appelle Thomas Mercé. J'ai été l'avocat de votre grand-père Walter Ashford pendant 30 ans. Il m'a tendu la main. Poignée ferme, regard bienveillant. Nous devons parler en privé. Ils m'ont conduite dans une petite salle de conférence près des bureaux des compagnies aériennes. Mur beige, une table ronde, 4 chaises. Thomas s'est assis en face de moi et a posé 3 objets sur la table avec la précision d'un homme qui avait répété ce moment, un document relié, une enveloppe scellée de couleur crème. Avec un seau de cire et une écriture que j'ai reconnue comme étant celle de ma grand-mère Rosemary, et un dossier épais, avec des onglets et des étiquettes.
Votre grand-père a rédigé ce testament en 2012, a dit Thomas. Il vous désigne, Will O'Farrell, comme l'unique bénéficiaire de l'intégralité de sa succession. Je l'ai fixé, incrédule. Cela inclut la maison de Hubbard Street, les comptes d'épargne, et des portefeuilles d'investissement accumulés pendant 40 ans. Il a marqué une pause. La valeur estimée est de 2,8 millions d'euros. La pièce a semblé tanguer. J'ai agrippé la table. Il m'a donné instruction de n'exécuter le testament que lorsque 2 conditions seraient remplies. Premièrement, que vous ayez 32 ans. Deuxièmement, que votre famille reprenne contact avec vous. Pourquoi ces conditions? Parce qu'il savait qu'il ne reviendrait que s'il découvrait l'existence de cet argent. Thomas a ouvert le dossier épais. Mais ce n'est pas pour cela que la police est là. Il a étalé une série de captures d'écran imprimées sur la table des messages textes entre Dean et un contact enregistré sous le nom de V. Le premier disait, elle est là. Chambre 412. Si elle ne signe pas d'ici jeudi, on passe au plan B et la réponse, le plan B coûte le double. La réplique de Dean, peu importe le prix. Thomas m'a présenté la femme assise discrètement au bout de la table. Je ne l'avais pas remarqué en entrant, ce qui, j'allais l'apprendre plus tard, était précisément le but. Voici Rachel Dunn, a dit Thomas. Détective privé. Je l'ai engagée il y a 6 semaines, le jour où votre mère vous a appelé. Rachel était de constitution compacte, la quarantaine, cheveux bruns courts, sans bijoux, avec un visage qui ne laissait rien paraître. Elle a ouvert un ordinateur portable et l'a tourné vers moi. Votre frère doit 340 000 euros, a-t-elle dit. Surtout pour des jeux d'argent en ligne. Ces créanciers ne sont pas des gens patients. Elle a fait défiler une chronologie. Dean a découvert l'existence du testament il y a 6 mois, en s'introduisant dans la maison vide de Hubbard Street et en trouvant un brouillon dans le bureau de grand-père. Il l'a dit à votre mère. Ensemble, ils ont élaboré le plan des vacances. La voix de Rachel était clinique, précise. Étape 1, reprendre contact. Étape 2, vous faire signer le document de la fiducie familiale, transférant le contrôle à Dean. Étape 3, elle a affiché une nouvelle série de messages. Dean avait, un homme nommé Victor avec un casier judiciaire pour agression aggravée et extorsion, si elle ne signe pas, on passe au plan B. C'est quoi le plan B? Faire passer ça pour un accident. Elle ne connaît personne ici. Le balcon, la piscine, peu importe, tant que c'est propre. J'ai lu le message 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Votre frère était en train d'organiser votre meurtre, a dit Rachel. Puis elle m'a montré le message que je ne pouvais pas détacher de mes yeux. Dean à Margaret, envoyé 2 jours avant le voyage, elle ne signe pas. Nous allons peut-être avoir besoin du plan de secours. La réponse de Margaret, fais ce que tu as à faire. Contente-toi de ne pas m'impliquer. Ma propre mère. En 8 mots. Sans aucune hésitation. Je me suis levé. J'ai dit les excusez-moi. J'ai marché jusqu'aux toilettes au bout du couloir. J'ai verrouillé la porte. Et j'ai pleuré d'une façon que je n'avais pas connue depuis mes 11 ans, debout sous la pluie avec mon sac poubelle. Mon corps entier était secoué de spasmes. Le néon bourdonnait au-dessus de moi comme une ruche. Quand je suis revenu à la table, mes yeux étaient gonflés et ma voix éraillée. Mes jambes avaient fini de m'effondrer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, ai-je demandé. Thomas a commencé à expliquer les étapes suivantes, les dépôts juridiques, la coordination avec les forces de l'ordre, les mesures de protection. Il en était à la moitié d'une phrase sur une ordonnance de protection quand la pièce s'est réduite à un point minuscule, et que le sol est remonté brusquement vers moi. Je me suis réveillé sur le dos. Un ambulancier était agenouillé à côté de moi, pressant 2 doigts contre mon poignet. Tout va bien, a-t-il dit. Votre tension a chuté. Pouvez-vous compter à rebours à partir de 10? J'ai compté. J'ai fixé les dalles du plafond. J'ai pensé à grand-père ouvrant la porte sous la pluie, s'agenouillant sur le porche mouillé, sans poser de questions. Il savait que cela arriverait. Peut-être pas les détails, pas Victor, pas le balcon, pas la piscine, mais il en connaissait la forme générale. Il savait de quoi Margaret et Dean étaient capables, et il a passé ces dernières années à construire un mur entre eux et moi. Thomas était assis sur la chaise à côté de moi, patient comme une horloge. Il m'a tendu un gobelet d'eau en papier. Prenez votre temps, a-t-il dit.
Mais pas trop longtemps. Votre frère ne sait pas encore que vous êtes parti. Je me suis assise, j'ai bu l'eau, j'ai raffermi ma voix. Je ne veux pas de vengeance, ai-je dit. Je veux que la vérité soit mise sur la table. Toute la vérité. Thomas a hoché la tête, comme s'il attendait précisément ces mots. Puis il a fouillé dans sa mallette et a déposé l'enveloppe scellée. De couleur crème, avec son sceau de cire et l'écriture de ma grand-mère, la même qu'il m'avait remise aux funérailles de grand-père il y a 14 ans. Tu ne l'as jamais ouverte, a-t-il remarqué. Non, je ne l'avais jamais fait. Je l'avais transportée à travers 6 appartements, 4 villes, et toute une carrière. Elle avait voyagé dans des poches de veste, des boîtes à chaussures, et au fond de classeurs. Je l'avais touchée 100 fois sans jamais briser le sceau. Ouvre-la quand tu seras prête, a dit Thomas. Ta grand-mère, Rosemary, l'a écrite la semaine avant de s'éteindre. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac. Pas tout de suite, mais bientôt. D'abord, j'avais un frère à arrêter. Thomas a réservé une chambre dans un hôtel de Hartford. Calme, propre, loin de tout ce qui portait le nom de Ferrell. Grace est arrivée de Boston par avion le soir même. Elle a passé la porte, a jeté son sac, et m'a serré dans ses bras sans un mot. Puis elle a dit ce que Grace dit toujours, je te l'avais dit. Je t'avais dit de ne pas y aller. Je sais. Je me suis appuyé contre son épaule. Mais si je n'y étais pas allé, ils auraient fini par me trouver un jour. Elle n'a pas discuté. Elle savait que j'avais raison. Pendant que Grace commandait le service d'étage, je ne pouvais rien avaler. L'engrenage des conséquences s'activait 2 états plus loin. La police d'État du Connecticut s'était coordonnée avec les forces de l'ordre de Caroline du Sud. Le plan était net, arrêter Victor d'abord à Hilton Head, puis cueillir Dean le lendemain matin, à son retour à Glastonbury. Je me suis assise sur le lit de l'hôtel pendant que Grace s'assoupissait dans le fauteuil. Minuit. La ville vrombissait derrière la fenêtre. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. La cire s'est brisée dans un murmure. À l'intérieur, une feuille de papier à lettres jaune pâle, et une photographie. L'écriture de Rosemary était appliquée, délibérée, le genre de calligraphie qu'on enseignait dans les écoles qui n'existent plus. Ma très chère Willow, si tu lis ceci, cela signifie que ton grand-père et moi sommes partis, et que quelqu'un essaie de te prendre ce qui t'appartient. Je suis désolé de n'avoir pu te protéger de mon vivant. Mais je veux que tu saches que tu n'as jamais été le problème. Ta mère était brisée bien avant ta naissance, et elle t'a brisé toi au lieu de se soigner elle-même. Tu mérites le monde entier, petit oiseau. Construis ton propre nid. Grand-mère R. La photographie, moi à 5 ans, assise sur les genoux de Rosemary. Nous rions toutes les deux de quelque chose hors champ. Au dos, au crayon à papier, 4 mots, tu es toujours assez. Grace s'est réveillée et m'a trouvé assise en tailleur sur le sol, tenant la photo, les larmes coulant silencieusement. Elle n'a rien demandé. Elle s'est assise à côté de moi, m'a pris la main, et est restée là. À 1h47 du matin, mon téléphone s'est éclairé. Thomas, Victor a été arrêté. Il coopère. Ton frère sera arrêté à 7h demain matin. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la photo une dernière fois. 5 ans. En train de rire. Assez. 7h pile. 2 voitures banalisées se sont garées devant la maison de Margaret, à Glastonbury. Dean était à la table de la cuisine, mangeant des céréales, quand ils ont frappé. Il a ouvert la porte en pantalon de jogging. Les officiers lui ont lu ses droits pendant que Margaret hurlait sur le porche, en peignoir, agrippant la rampe comme si la maison était en train de couler. Je connais ces détails car Rachel Dunn m'a envoyé un bref rapport cet après-midi-là. Net, factuel, sans commentaire. C'était la méthode Rachel. L'appel de Margaret est arrivé 40 minutes après l'arrestation. Qu'est-ce que tu as fait? Elle hyperventilait. Ils ont emmené ton frère. Il n'a rien fait. Il a engagé quelqu'un pour me tuer, maman. Un silence assez long pour entendre une horloge faire tic-tac quelque part chez elle. C'est ridicule. Dean ne ferait jamais ça. Tu inventes tout ça pour te venger de nous. La police a les messages. Tous. J'ai laissé passer un instant. Y compris les tiens. Quel message? Je lui ai lu la capture d'écran de mon téléphone,
mot pour mot, fais ce que tu as à faire. Contente-toi de ne pas m'impliquer. C'était toi. 10 secondes de néant, puis d'une voix plus basse, c'était au sujet des documents de la fiducie, pas pour te faire du mal. Ce sera au juge d'en décider. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de chevet, et je ne l'ai pas repris pendant 6 heures. Au cours des jours suivants, les pièces du puzzle se sont mises en place. Dean fut maintenu en détention sans caution. La nature de l'accusation, ajoutée à la coopération de Victor, faisait de lui un risque de fuite. Amber Jennings a disparu, elle a quitté l'hôtel le matin de l'arrestation de Dean, a résilié son numéro de téléphone et n'a laissé aucune adresse de transfert. Thomas m'a appelé ce soir-là. Nous devons agir pour la réclamation de l'héritage. La propriété de votre grand-père à Glastonbury est restée vide pendant 14 ans. Il a marqué une pause. Il a laissé des instructions sur ce qu'il faut en faire. Margaret, pendant ce temps, avait déjà engagé un avocat. En moins de 24 heures, celui-ci a déposé une motion pour invalider le testament, affirmant que grand-père Walter n'avait plus ses capacités mentales au moment de la signature. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Margaret avait toujours été plus douée pour le récit que pour la vérité. Dans les 48 heures suivant l'arrestation de Dean, elle s'est transformée de mère complice en victime éplorée. Elle a posté sur la page Facebook de son groupe de l'église, celle qui compte 900 membres, et une liste de prières partagées. Ma fille essaie de voler l'héritage de son grand-père et de mettre mon fils innocent en prison. S'il vous plaît, priez pour notre famille. Cela a fonctionné. Mon téléphone a commencé à sonner. Des numéros que je n'avais pas vus depuis 20 ans. Certains appelants étaient polis, prudents même. D'autres non. Une femme de l'étude biblique de Margaret m'a laissé un message vocal me traitant d'ingrate. Un homme dont je ne reconnaissais pas le nom a dit que je devrais avoir honte de ce que je faisais à ma pauvre mère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Il ne servait à rien de combattre une histoire qui tournait depuis 21 ans. Mais alors, un appel est venu de quelqu'un que je n'attendais pas. Willow, c'est Patricia Boyd. J'habitais 3 maisons plus loin que chez ta mère, sur Sunset Terrace. Je m'en souvenais à peine, une femme de grande taille avec des gants de jardinage qui me faisait signe depuis son allée. Ta mère a dit à tout le monde que tu t'étais enfuie à 11 ans parce que tu étais une enfant difficile, a dit Madame Boyd d'une voix ferme mais ténue. Je l'ai cru pendant 20 ans. Elle a marqué une pause. Mais la semaine dernière, j'ai vu le rapport de police. Quel rapport de police? Celui de la nuit où tu es parti. Une voisine, moi, en fait, a appelé la police parce que j'avais vu une enfant marcher seule sous la pluie en portant un sac poubelle. Un officier s'est rendu chez ta mère. Elle lui a dit que tu étais parti loger chez des parents, de ton plein gré. Ils ont classé l'affaire. Un rapport de police déposé la nuit où j'avais été jeté dehors. Margaret avait menti effrontément à l'officier et l'affaire avait simplement disparu. Je n'en savais rien. Je t'appelle parce que je te dois des excuses, a ajouté Madame Boyd. J'aurais dû faire un suivi. J'aurais dû chercher plus loin. Je ne l'ai pas fait. Thomas a confirmé plus tard que grand-père Walter avait gardé une copie de ce rapport de police. Il était dans le dossier avec le testament. Il était au courant depuis le début. Et puis Thomas m'a dit quelque chose qui m'a brisé à nouveau, votre grand-père a essayé d'obtenir votre garde légale à plusieurs reprises. Margaret a menacé de l'accuser d'abus s'il ne reculait pas. Il a choisi de vous protéger depuis l'ombre à la place. Mon grand-père s'était battu pour moi, et ma mère avait utilisé un mensonge comme une arme chargée pour l'arrêter. Je n'ai pas riposté sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas publié de démenti. Je n'ai pas appelé les amis de l'église de Margaret pour plaider ma cause. Au lieu de cela, j'ai fait ce que grand-père m'avait appris, j'ai construit quelque chose. Thomas a déposé la requête pour valider le testament auprès du tribunal des successions de Hartford. L'audience fut fixée 2 semaines plus tard. L'avocat de Margaret avait déjà soumis l'argument de l'incapacité mentale. C'était une tactique courante, selon Thomas, et presque toujours vouée à l'échec quand le signataire dispose d'une évaluation psychiatrique vierge dans son dossier, ce qui était le cas de grand-père Walter. Datée de 2 semaines avant la signature du testament, elle avait été menée par le docteur Alan Fielding, un psychiatre certifié exerçant toujours à New Haven. Compétence totale confirmée. Mais Thomas avait plus que cela. Il est arrivé à l'hôtel un après-midi en transportant une boîte en bois. En chêne,
avec un loquet en laiton. Je l'ai reconnu instantanément. C'était la boîte de l'étagère du haut de grand-père. Celle qu'il n'ouvrait jamais devant moi. La maison de votre grand-père a été scellée depuis son décès, a expliqué Thomas. Ceci était dans le placard de la chambre principale. Il a laissé des instructions pour que je vous le remette au début de la procédure judiciaire. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait cette carnet relié de cuir, avec l'écriture de grand-père Walter, un journal couvrant cette année. De l'année où j'ai emménagé chez lui jusqu'à celle de sa mort. J'ai ouvert le premier au hasard. Mars 2009. J'ai encore appelé Margaret. Elle a dit que Willow est mieux sans cette famille. Elle a peut-être raison, mais pas dans le sens où elle l'entend. Il avait tout documenté. Chaque appel à Margaret, chaque refus, chaque tentative légale pour me ramener à la maison, chaque acte de protection silencieux dont je n'avais jamais eu connaissance. Votre grand-père ne s'est pas contenté de planifier votre avenir, a dit Thomas en ajustant ses lunettes. Il a documenté le passé. Il savait que ce combat arriverait. J'ai appelé Madame Boyd ce soir-là. Seriez-vous prête à témoigner, lui ai-je demandé. Sur ce que vous avez vu cette nuit-là? Sur Margaret disant à la police que j'étais parti chez des parents? Oui, a-t-elle répondu sans hésiter. J'aurais dû le faire il y a 21 ans. Entre-temps, Grace m'a aidé à entrer en contact avec une organisation à but non lucratif spécialisée dans l'hébergement de transition pour les jeunes sortant du système de placement. La maison de grand-père sur Hubbard Street était vide depuis 14 ans. Son testament incluait une note spécifique concernant cette propriété. Pas une clause, pas une condition, juste une ligne dans la marge, de sa propre main, pour les enfants qui ont besoin qu'une porte s'ouvre. Je commençais à voir le tableau d'ensemble, désormais. Mon grand-père ne m'avait pas seulement sauvé, il avait conçu un plan pour la suite. Il n'avait simplement pas vécu assez longtemps pour me remettre la clé lui-même. 3 jours avant l'audience, l'avocat de la défense de Dean a contacté Thomas avec une offre. Dean plaiderait coupable de sollicitation criminelle, une accusation moindre, en échange du fait que Willow ne poursuive pas de dommages-intérêts au civil. Thomas m'a transmis le message par téléphone. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Je veux qu'il affronte ce qu'il a fait. Ce même après-midi, Margaret a appelé, sans pleurer cette fois. Pas de voix d'église, pas de main tremblante perceptible à travers le haut-parleur. Cette Margaret-là était celle dont je me souvenais de mon enfance. La vraie. Froide, mesurée, dépouillée de tout jeu d'acteur. Abandonne les charges, a-t-elle dit. Passe à autre chose, où je m'assurerai que chaque personne dans cet état sache quel genre de fille tu es. Et quel genre est-ce? Le genre qui détruit sa propre famille. J'ai laissé le silence planer pendant 3 secondes complètes. Tu as détruit cette famille il y a 21 ans, par un mardi soir pluvieux, ai-je répondu. Je n'en suis que la preuve. Et j'ai raccroché. Thomas a passé la semaine à tout assembler. Le testament validé, l'évaluation psychiatrique, le rapport de police de 2003, les journaux de Walter, les messages textes entre Dean et Victor, les messages entre Dean et Margaret, la déclaration sous serment de Madame Boyd, le rapport d'enquête de Rachel Dunn. La salle d'audience sera pleine, m'a prévenu Thomas. Les amis de l'église de Margaret, les voisins, la presse locale. Ils risquent de venir. Tant mieux, ai-je dit. La vérité fonctionne mieux au grand jour. Cette nuit-là, seul à l'hôtel, je suis revenu à la boîte en chêne. J'avais lu la plupart des journaux. Mais tout au fond, sous le dernier carnet, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Un livret d'épargne, un fonds pour les études universitaires, au nom de Willow Frel. Ouvert le jour de ma naissance. La dernière inscription était un dépôt daté de 3 mois avant la mort de grand-père. Et sur la dernière page, de son écriture soignée d'ingénieur, pour le nid que tu construiras toi-même. Assise là, tenant ce livret d'épargne à mon nom, un nom que mon grand-père avait écrit le jour de ma naissance, j'ai réalisé une chose. Il ne m'avait jamais oublié. Pas un seul jour. Même quand je pensais être totalement seul au monde, quelqu'un construisait discrètement un sol sous mes pieds pour m'empêcher de tomber. Je me demande. Avez-vous déjà découvert, des années plus tard, que quelqu'un vous aimait en silence? Que la chance que vous pensiez avoir était en fait le plan invisible et méticuleux de quelqu'un pour vous garder en sécurité? Si c'est le cas,
j'aimerais beaucoup que vous m'en parliez dans les commentaires. Je pense que nous ne disons pas assez souvent ces choses-là. J'ai refermé la boîte, j'ai réglé mon réveil, et j'ai préparé mes vêtements pour le tribunal. Demain, la vérité aurait une salle pleine de témoins. Tribunal des successions de Hartford, salle 3B, 9h15 par un mardi matin. La salle était comble. Les amis de l'église de Margaret occupaient tout un côté, un groupe de femmes en chemisier modeste, serrant leur sac à main, chuchotant. De l'autre côté, il y avait Madame Boyd dans une robe bleu marine, graisse, solide comme un roc, 2 reporters du Hartford courant avec leurs carnets ouverts, un dessinateur d'audience, et éparpillés un peu partout, des voisins de Glastonbury venus parce que les petites villes vivent de ces histoires. Et que celle-ci était la plus importante depuis des décennies. Margaret était assise à la table de la partie défenderesse, robe noire, croix en argent, un mouchoir en boule dans sa main droite. Son avocat, un homme svelte aux lunettes sans monture, brassait ses papiers avec une assurance qui allait se dissoudre dans l'heure. L'audience a commencé. L'avocat de Margaret a présenté l'argument de l'incapacité mentale. Il a décrit Walter Ashford comme un homme âgé, isolé, possiblement influencé par son avocat. Il a prononcé le mot confus à 3 reprises. Thomas s'est levé. Il a déposé l'évaluation psychiatrique sur le bureau du juge. Signé, daté, sans équivoque, compétence cognitive totale confirmée par le docteur Alan Fielding 2 semaines avant l'exécution du testament. Puis, il a ouvert le journal. Il a lu à haute voix l'entrée du 14 novembre 2003. La nuit où j'ai été jeté dehors. L'écriture de grand-père. Les mots de grand-père. Margaret a appelé à 21h. Elle dit qu'elle a mis Willow dehors. L'enfant a marché 5 kilomètres sous la pluie jusqu'à ma porte. Elle avait 11 ans. Elle tremblait. J'ai rappelé Margaret. Elle a dit, garde-la. Je n'en veux pas. La salle d'audience est devenue silencieuse. Pas un silence d'église, mais un silence de tombe. Margaret s'est levée brusquement. C'est un mensonge. Il a inventé ça. Rasseyez-vous, madame, a dit le juge. Thomas a appelé madame Boyd à la barre. Elle a marché lentement, les mains jointes. Elle a décrit la nuit, la pluie, l'enfant, le sac poubelle, l'appel au 911. Elle a décrit l'officier se rendant chez Margaret. Elle a décrit ce que Margaret lui avait dit. Elle a dit que sa fille était partie loger dans la famille, a raconté madame Boyd. Elle a dit volontairement. Elle a regardé Margaret droit dans les yeux. C'était un mensonge. J'ai vu cette petite fille marcher dans la rue, trempée jusqu'aux os. Il n'y avait rien de volontaire là-dedans. Une des femmes de l'église, au fond, a posé son sac à main et ne l'a pas repris. Pendant la suspension de séance de 15 minutes, Margaret a traversé l'allée et m'a agrippé le poignet. Sa prise était serrée. Ses yeux étaient secs, maintenant. Plus de comédie. Tu es en train de me tuer, a-t-elle chuchoté. C'est ça que tu veux. J'ai baissé les yeux vers sa main sur mon bras. Je l'ai retiré doucement, doigt par doigt, et j'ai croisé son regard. Non. Je veux juste que la vérité ait une voix. Le juge est revenu. La salle s'est réorganisée dans le silence. Thomas a présenté les dernières pièces, l'évaluation psychiatrique, les 2 témoins signataires le docteur Alan Fielding et Martha Bowen, la bibliothécaire de la ville. Tous 2 étaient encore en vie, tous 2 prêts à confirmer la chaîne de possession de 20 ans que Thomas avait maintenue sur chaque document, propre, ininterrompu, inattaquable. Le juge a examiné le dossier pendant 8 minutes qui en parurent 80. Puis il a parlé, la cour déclare le testament de Walter Ashford valide et dûment exécuté. La pétitionnaire, Willow Frell, est reconnue comme l'unique bénéficiaire désigné. La tête de Margaret est tombée. Pas de façon théâtrale, pas comme le chagrin qu'elle avait simulé aux funérailles. C'était réel. Ses épaules se sont affaissées. Son avocat a posé une main sur son bras, elle l'a repoussé. Personne sur les bancs de l'église ne s'est levé pour la consoler. Thomas n'avait pas fini. Il a informé la cour que des preuves relatives à une affaire criminelle connexe, la conspiration impliquant Dean Frell, étaient versées au dossier public et transmises à la division criminelle. Il a présenté les messages textes. Tous. Dean à Victor, fait en sorte que ça ait l'air naturel. Elle ne connaît personne ici.
Victor à Dean, le plan B coûte le double. Dean à Margaret, elle ne signe pas. On va peut-être avoir besoin du plan de secours. Et Margaret, en 8 mots qui ont résonné dans cette salle comme un coup de feu, fais ce que tu as à faire. Contente-toi de ne pas m'impliquer. Les femmes de l'église fixaient Margaret comme si elle venait d'enlever un masque qu'elles ignoraient qu'elle portait. Une journaliste griffonnait si vite que son stylo grattait bruyamment sur son bloc-notes. Le juge a noté que les poursuites pénales contre Dean Frel pour sollicitation criminelle se poursuivraient séparément. Peine maximale potentielle, 20 ans. Il s'est tourné vers Margaret. Madame, le contenu de vos communications peut faire l'objet d'un examen plus approfondi par le procureur de l'État. Je vous conseille de consulter votre avocat. Margaret n'a pas bougé. Elle est restée parfaitement immobile, fixant la table comme si le monde avait continué sans elle et qu'elle ne s'en apercevait que maintenant. Je me suis levé, je suis passé devant elle sans baisser les yeux. Tu as gagné, a-t-elle dit dans mon dos. D'une voix sourde, dépouillée. Tu es contente, maintenant? Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. Il n'a jamais été question de gagner. J'ai continué mon chemin. À l'extérieur du tribunal, le soleil de septembre était presque insultant tant il était brillant. Le monde ne s'était pas arrêté. La circulation bourdonnait. Un homme mangeait un hot-dog de l'autre côté de la rue. Une journaliste du courant m'a abordé sur les marches. Elle était jeune, fin de vingtaine, queue de cheval, un enregistreur à la main. Mademoiselle Ferrel, avez-vous un commentaire? Je réfléchissais à ce moment depuis la nuit où j'avais ouvert la lettre de Rosemary. Je ne répétais pas, je décidais. Que dit une personne quand le pire de sa vie devient de notoriété publique? Elle dit, ce qui importe, c'est la suite. Mon grand-père, Walter Ashford, a passé sa vie à construire des choses, ai-je commencé. Il a construit des maisons. Il a construit des avenirs. Et même après son départ, il a construit le mien. La journaliste attendait. Sa maison de Glastonbury est restée vide pendant 14 ans. Je vais la transformer en foyer de transition pour les jeunes qui sortent du système de placement familial. C'est ce qu'il voulait. Il l'a écrit. Comment cela s'appellera-t-il? Ashford Nest, le nid d'Ashford. J'ai marqué une pause. Parce que ma grand-mère m'a dit un jour, construis ton propre nid. Derrière moi, j'ai entendu Madame Boyd produire un son. Une petite inspiration qui s'est transformée en un sanglot qu'elle a étouffé de sa main. La journaliste a posé la question que je savais inévitable, et votre mère? C'est une affaire privée. Lui pardonnez-vous? 3 secondes de silence. Je les ai laissés passer. Le pardon est un processus, ai-je répondu. Mais les limites sont une décision. J'ai pris la mienne. Grace se tenait à quelques pas derrière moi, les bras croisés, souriant comme Grace sourit, plus avec sa mâchoire qu'avec sa bouche. Elle a hoché la tête une fois. Thomas m'a serré la main en bas des marches. Votre grand-père serait fier. Je sais, ai-je dit. Alors que la journaliste s'éloignait, Madame Boyd m'a touché le bras. Je veux être bénévole à Ashford Nest, a-t-elle dit. Ses yeux étaient rouges. Je te dois 21 ans. Puis elle a ajouté doucement, il y a 3 autres voisins qui ont vu des choses, à l'époque. Nous avions tous trop peur de ta mère pour parler. Elle a redressé ses épaules. Plus maintenant. Une semaine après l'audience, Margaret a demandé à me voir. Elle est passée par Thomas car j'avais bloqué son numéro le jour du procès. J'ai accepté. Un lieu public, un terrain neutre, un café sur Main Street à Glastonbury appelé Ebean & Spoke. Grace est venue et s'est assise à une table voisine, prétendant lire un magazine qu'elle tenait à l'envers. Margaret est arrivée sans maquillage, sans collier de croix, sans costume. Elle ressemblait à une femme qui n'avait pas dormi depuis une semaine, ce qui était probablement le cas. Elle avait vieilli de 10 ans en 7 jours. Elle s'est assise en face de moi et a joint ses mains. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pour quelle partie? Elle a cligné des yeux. Pour tout. Ce n'est pas assez spécifique pour que je l'accepte. Margaret a commencé à pleurer, doucement cette fois. Pas de public, pas de mise en scène. Je regardais son visage et j'essayais de faire la différence entre de vraies larmes et une mémoire musculaire. Je n'y parvenais pas.
Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que cela n'avait aucune importance. Je ne vais pas porter plainte contre toi séparément, ai-je dit. Ce n'est pas de la clémence. C'est juste que cela ne vaut pas mon énergie. Mais voici ce qui va se passer. Elle a levé les yeux. Tu ne me contacteras pas. Tu ne viendras pas à Ashford Nest. Tu ne parleras pas de moi publiquement. Si tu le fais, Thomas a tout ce qu'il faut pour engager des poursuites pour conspiration. J'ai gardé une voix plate, stable, comme si je lisais les termes d'un bail. Ce n'est pas une négociation. Je suis ta mère. Elle a dit que tu l'étais. J'ai dit que tu avais choisi de ne pas l'être, et j'ai accepté cela. Je me suis levé, j'ai posé 8 € sur la table, pour mon café et le sien, puis j'ai pris ma veste. Willow. J'ai marché vers la porte. Je ne me suis pas retourné. Dehors, l'air d'octobre m'a frappé le visage comme de l'eau glacée. Grace m'a rattrapé sur le trottoir. Ça va? Non, ai-je dit, mais ça ira. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Derrière nous, à travers la vitrine du béant & Spoke, Margaret Ferrell était assise seule à une table pour deux, les 2 cafés intacts, fixant le vide. Le procès criminel a eu lieu 3 mois plus tard. L'avocat de Dean lui a conseillé de plaider coupable. Les preuves étaient une montagne, et Victor, l'homme que Dean avait engagé, coopérait pleinement en échange d'une réduction de peine. Il n'y avait plus aucune carte à jouer. Dean a plaidé coupable de sollicitation criminelle. Le juge l'a condamné à 8 ans de prison. Éligible à une libération conditionnelle après 5 ans. Victor a écopé de 12 ans. J'étais dans la salle d'audience quand Dean s'est levé pour la sentence. Il portait une tenue orange de la prison du comté et affichait ce genre d'expression que j'avais vu sur des hommes dans des documentaires. Pas du remords, juste la lente et progressive prise de conscience que leur histoire n'allait pas se terminer comme il l'avait prévu. Avant que l'huissier ne le fasse sortir, Dean s'est tourné vers moi. J'ai pensé pendant un battement de cœur qu'il allait peut-être s'excuser, dire quelque chose d'humain. J'avais juste besoin de l'argent, a-t-il dit. C'était tout. Pas de « je suis désolé d'avoir essayé de te tuer ». Pas de « j'ai eu tort ». Juste j'avais besoin de l'argent. Comme si je n'étais qu'un obstacle entre lui et un guichet de banque. Je n'ai rien dit. Je suis restée assise. J'ai écouté le juge clore le dossier. Je suis sorti dans un couloir qui sentait la cire pour parquet et les vieux manteaux. Margaret n'a pas été inculpée. Le message texte, fais ce que tu as à faire. Contente-toi de ne pas m'impliquer, était accablant en langage courant, mais juridiquement ambigu. Son avocat a soutenu qu'il faisait référence aux documents de la fiducie. Le procureur de l'État a refusé de poursuivre. Preuves insuffisantes pour une conspiration, mais le tribunal de l'opinion publique avait déjà rendu son verdict. Le groupe de l'église de Margaret l'a discrètement retiré de la liste des bénévoles. Les voisins ont cessé de répondre à ses appels. La vie à Glastonbury qu'elle avait mise en scène pendant 2 décennies, celle où elle était la mère dévouée et moi la fugueuse instable, s'est effondrée comme un décor de théâtre une fois les lumières allumées. Elle a vendu la maison de Sunset Terrace en moins d'1 mois et a emménagé seule dans un petit appartement à Clearwater, en Floride. Le rapport final de Rachel Dunn a répondu à une dernière question. Amber Jennings n'était pas la petite amie de Dean depuis 2 ans. Ils s'étaient rencontrés sur une application de rencontre 3 mois avant le voyage. Rachel a retracé les relevés téléphoniques d'Amber. Elle avait envoyé à Dean une photo de mon passeport et de mon itinéraire de vol le premier soir au complexe hôtelier. C'est ainsi que Dean connaissait mon numéro de chambre. C'est ainsi que Victor m'aurait trouvé. Amber n'a jamais été inquiétée. Elle a simplement cessé d'exister dans l'histoire. Une actrice de second rôle partie à la fin de la production. 6 mois après le procès, la maison de Hubbard Street est née à nouveau. Il a fallu une équipe de 14 bénévoles, un entrepreneur qui nous a fait une remise après avoir lu l'article du Courant, et plus de couches de peinture que je ne peux en compter. Nous avons remplacé les planches du porche. Nous avons réparé le robinet de la cuisine qui fuyait et que grand-père prévoyait de réparer depuis 10 ans. Nous avons poncé les parquets, rebouché les cloisons sèches et suspendu de nouveaux rideaux dans chaque pièce. J'ai gardé le bureau de grand-père dans le salon. Dessus, j'ai posé la photo encadrée de Rosemary et moi, la boîte en chêne contenant ses journaux, et un mug tout neuf de café noir chaque matin, même si personne n'y touchait.
Madame Boyd gérait les opérations quotidiennes. 4 autres voisins ont rejoint le conseil des bénévoles. Des gens qui avaient passé 20 ans à croire la version de Margaret et qui arrivaient maintenant avec des plats cuisinés, des produits de nettoyage, et la culpabilité silencieuse d'avoir fermé les yeux. Grace s'est engagée comme conseillère en santé. Elle descendait de Boston un week-end sur 2 et a réorganisé l'armoire à pharmacie 3 fois. Mon entreprise, Artin, est devenue le partenaire technologique, mettant chaque résident en relation avec un mentor vérifié via notre plateforme. Nous avons ouvert avec 3 adolescents. La cérémonie fut intime, pas de presse, pas de ruban coupé, juste moi debout dans le salon où mon grand-père lisait son journal, disant à 3 jeunes gens la seule chose que je savais être vraie, cette maison appartient à un homme qui croyait aux secondes chances. Il m'en a donné une. Maintenant, elle est à vous. Une fille prénommée Lily, 16 ans, les cheveux coupés courts, les bras croisés serrés contre sa poitrine comme si elle essayait de ne pas s'effondrer, a levé la main. Est-ce que votre famille vous a jeté dehors, vous aussi? Oui, ai-je dit. Et vous vous en êtes sorti? J'ai réfléchi, non pas pour le spectacle, mais parce que je voulais lui donner une réponse honnête. Je suis devenu quelqu'un d'honnête, ai-je répondu. C'est mieux que de s'en sortir. Lily a décroisé les bras, juste un peu, mais je l'ai remarqué. C'est arrivé un dimanche. Je vidais le dernier placard de grand-père, l'étagère derrière la boîte en chêne où de vieilles boîtes à chaussures et des dossiers fiscaux étaient empilés depuis l'administration Clinton. Au fond de la pile, j'ai trouvé une enveloppe Kraft, épaisse, lourde, scellée avec du ruban adhésif transparent et portant une étiquette de la main de grand-père, pour Willow, quand elle sera prête. À l'intérieur, 17 documents. Chacun était une requête pour la garde légale d'un enfant mineur, moi, déposée auprès de la Cour supérieure du Connecticut. La première datait de juin 2003, 7 mois après mon arrivée chez lui. La dernière était de 2012, 2 ans avant sa mort. 17 requêtes, et 17 refus. Chaque tentative avait été contestée par Margaret. Ses objections étaient toujours les mêmes, Walter Ashford est trop âgé, Walter Ashford a une santé déclinante, Walter Ashford ne peut pas fournir un environnement familial stable. Les mêmes mensonges copiés-collés année après année, tamponnés et classés par une femme qui n'avait pas mis les pieds dans la maison de son père depuis qu'elle avait jeté sa propre fille hors de chez elle. J'ai m'assis sur le sol du placard avec les requêtes étalées autour de moi comme un jeu de cartes effondré. 17 fois il s'était rendu dans un tribunal pour moi. 17 fois ma mère lui avait claqué la porte au nez. Et il ne me l'avait jamais dit, pas une seule fois. Thomas me l'a confirmé ce soir-là par téléphone. Il ne voulait pas que vous portiez ce poids pendant que vous construisiez votre vie, a-t-il dit, et voici ces mots, laisse-la penser qu'elle est libre. Elle se battra plus fort. Mais il y avait une chose de plus. Épinglée à la 9e requête, celle de 2005, se trouvait une déclaration écrite sous serment, signée par quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis plus de 20 ans, mon père, Robert Ferrell, l'homme qui était parti quand j'avais 4 ans et qui n'avait jamais regardé en arrière. Il avait signé un document soutenant la demande de garde de grand-père Walter. Une page, une signature, puis le silence à nouveau. Pas de suivi, pas d'appel, pas de contact. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je n'ai pas décidé si cela changeait quoi que ce soit. Mais pour la première fois depuis que j'étais petite fille, j'ai pensé à mon père comme à autre chose qu'une absence. J'ai trouvé une lettre sous les requêtes, la dernière que grand-père m'ait jamais écrite. Non datée, non signée, comme s'il l'avait commencé, posé le stylo et ne l'avait jamais repris. J'ai échoué 17 fois devant le tribunal, mais je n'échouerai pas dans mon dernier acte. Tout ce que j'ai est à toi. Utilise-le pour construire ce que je n'ai pas pu faire, un foyer que personne ne pourra t'enlever. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine, fermé les yeux, et je me suis autorisé à pleurer pour la toute dernière fois dans cette histoire. 3 mois après l'ouverture d'Ashford Nest, Madame Boyd m'a appelé un mercredi après-midi. « Ta mère est dehors » a-t-elle dit. « Elle est juste là, sur le trottoir d'en face, à regarder la maison. » Je suis sorti par la porte d'entrée. Margaret était sur le trottoir opposé, portant un manteau beige et des chaussures plates. Pas de maquillage, pas de croix. Elle ressemblait à une femme revenant dans un endroit qui avait avancé sans elle, ce qui était exactement ce qu'elle était. Elle m'a vu et n'a pas fait de signe. Elle est restée là, comme si elle attendait la permission d'exister. « Il te l'a donné » a-t-elle dit. « Toute la maison. »
Il l'a donnée aux enfants qui en ont besoin. J'ai grandi dans cette maison, et j'ai été jeté de la tienne. Je suis resté de mon côté de la rue. Elle est restée du sien. Nous avons toutes les deux des souvenirs. La différence, c'est ce que nous en faisons. Le vent a poussé un amas de feuilles sèches entre nous. Quelque part à l'intérieur, j'entendais Lily aider un nouveau résident à trouver la salle de bain. « Est-ce que je peux entrer ?» a demandé Margaret. Juste une fois. Je suis resté immobile pendant 5 secondes. J'ai pensé à la pluie, au sac poubelle, à l'appel téléphonique, garde-la. Je n'en veux pas. Aux 17 requêtes, au message à Dean. J'ai pensé à toutes les pièces de ma vie dont Margaret m'avait soit fermé la porte, soit essayé de forcer l'entrée. Non, ai-je dit. C'est leur espace de sécurité, pas le tien. Elle a hoché la tête. Pas de façon théâtrale, pas avec des larmes, juste un petit mouvement de tête fatigué, celui que l'on fait quand le médecin vous donne le résultat que vous attendiez déjà. Elle s'est retournée et a remonté Hubbard Street lentement, les mains dans les poches. Elle n'a pas regardé en arrière. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse. Lily est apparue derrière moi dans l'encadrement de la porte. C'était qui? J'ai regardé le trottoir vide où ma mère s'était tenue. Quelqu'un qui a perdu quelque chose qu'elle ne pourra pas récupérer. Je suis entré et j'ai fermé la porte. 1 an plus tard, et la maison sur Hubbard Street n'est jamais silencieuse. Il y a toujours quelqu'un en train de faire chauffer des restes au micro-ondes à des heures indues. Quelqu'un qui joue de la musique trop fort dans la chambre du haut. Quelqu'un assis à la table de la cuisine avec un manuel ouvert et une expression sur le visage qui dit « Je pourrais bien y arriver ». Ce n'est pas ordonné. Ce n'est pas cinématographique. C'est le genre de beauté qui vient avec des traces de coups sur les plaintes et un planning décorvé que personne ne suit parfaitement. 14 adolescents sont passés par Ashford Nest. 6 ont emménagé dans leur propre appartement. 2 sont à l'université communautaire. 1 a obtenu une bourse complète à Central Connecticut State. Les autres sont toujours là, cherchant encore leur voie, apprenant qu'un lieu sûr ne signifie pas un lieu parfait. Artin a dépassé les 3000 parrainages de mentors au dernier trimestre. Je partage mon temps entre San Francisco et Glastonbury. 2 côtes, 2 vies, un seul but. J'ai commencé une thérapie au printemps. Je sais. La femme qui a bâti une entreprise de 47 millions à partir d'une chambre d'étudiante n'avait pas compris qu'elle avait besoin d'un thérapeute. Mais j'avais passé 20 ans à traiter la résilience comme un substitut à la guérison. Ma thérapeute, une femme calme nommée Dr Tran, qui boit des tisanes et ne me laisse jamais fuir les sujets, m'a aidé à comprendre que survivre, ce n'est pas la même chose qu'aller bien. Être forte, cela ne veut pas dire être intacte, m'a-t-elle dit lors de notre 3e séance. Cela veut dire guérir à voix haute. J'y travaille. Grace rend visite à Glastonbury un week-end sur 2. Désormais, nous cuisinons dans la cuisine de grand-père en utilisant les recettes de Rosemary. Son rôti, son pain de maïs, son crumble aux pêches qui ne réussit jamais tout à fait mais qui a quand même le goût de la maison. J'ai accroché une nouvelle photo sur le réfrigérateur. Pas Margaret, pas Dean. C'est moi, Grace, Madame Boyd, Thomas, Lily, et les jeunes d'Ashford Nest serrés les uns contre les autres sur le porche. Tout le monde est en train de rire. C'est le genre de photo de famille que personne n'a planifié. C'est l'objet que je possède que je préfère. Thomas a appelé un mardi. J'ai quelque chose pour vous. Pouvez-vous passer au bureau? Il ne m'avait jamais demandé de venir en personne auparavant. Tout depuis le procès s'était fait par téléphone ou par signature électronique, alors j'ai conduit jusqu'à son bureau au centre-ville de Hartford. Un 2e étage sans ascenseur au-dessus d'une sandwicherie, ce qui semblait parfaitement convenir à un homme qui avait passé 30 ans à tenir ses promesses sans avoir besoin d'un bureau de coin pour le faire. Il se tenait près de la fenêtre quand je suis entré. Sur son bureau, une seule enveloppe, couleur crème, sans seau de cire cette fois, juste mon nom de l'écriture de grand-père, un peu plus tremblante que dans la dernière lettre que j'avais lue. Votre grand-père a laissé une toute dernière lettre, a dit Thomas. Il a donné des instructions strictes. La remettre exactement 1 an après la confirmation du testament au tribunal. Il a marqué une pause. Ce jour est aujourd'hui. Je m'assis. Je l'ouvris. Cher petit oiseau, si Thomas t'a remis cette lettre, cela signifie que tu as survécu. Je savais que tu le ferais.
Je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour le voir. Je suis désolé de ne pas avoir pu me battre plus fort. Mais j'espère que tu le sais, chaque jour où tu as vécu par toi-même, tu as prouvé que l'amour n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Tu as choisi de continuer. Tu as choisi d'être gentil quand le monde te donnait toutes les raisons de ne pas l'être. Tu as choisi de construire plutôt que de brûler. Je te laisse tout, non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu en feras bon usage. Ne sois pas en colère contre ta mère pour toujours. Elle porte un poids que je n'ai pas pu soulever pour elle. Mais ne la laisse pas non plus porter ce poids dans ta maison. Construis ton nid. Remplis-le de gens qui te choisissent en retour. Moi, je t'ai choisi chaque jour. Grand-père Walter. J'ai plié la lettre suivant ses plis, je l'ai placée dans la poche de ma veste, contre ma poitrine. Merci, ai-je dit. Pour tout. Thomas a enlevé ses lunettes, les a nettoyées avec sa cravate, puis s'est raclé la gorge. Ce fut l'honneur de ma carrière, Willow. Nous nous sommes serrés la main. J'ai tenu un instant de plus que d'habitude. Il m'a laissé faire. Je suis descendu, je suis passé devant la sandwicherie, et je suis sorti dans la lumière de l'après-midi, portant une lettre d'un homme qui m'avait choisi chaque jour, même les jours où j'ignorais que j'avais besoin d'être choisi. Ce soir-là, à Ashford Nest, le dîner était des spaghettis. Trop cuits, pas assez assaisonnés, préparés par un jeune de 17 ans nommé Marcus, qui jurait avoir suivi la recette. Personne ne s'est plaint. Deux jeunes se disputaient à propos du basket. Lily a volé du pain à l'ail dans l'assiette de quelqu'un. Madame Boyd a dit à tout le monde d'utiliser des serviettes. Après le nettoyage, Lily m'a trouvé dans le couloir avec son ordinateur. Vous pouvez m'aider pour ma dissertation pour l'université? C'est quoi ton sujet? Elle a haussé les épaules, regardé le sol, puis moi. Les gens qui m'ont sauvé. Je me suis assise sur le banc à côté d'elle. Écris sur la personne qui t'a permis de te sauver toi-même. C'est un meilleur sujet. Elle n'a rien dit pendant une seconde. Puis elle a ouvert l'ordinateur et a commencé à taper. Plus tard, je me suis assise sur le porche. Le porche de grand-père, l'endroit même où il buvait son café noir dans son mug de grand-père correct et faisait signe à Madame Boyd de l'autre côté de la rue. J'ai regardé Hubbard Street, cette même route que j'avais parcourue sous la pluie il y a 21 ans. Le sac poubelle sur l'épaule, les baskets pleines d'eau. Cette même route que Margaret avait descendue il y a 3 mois, les mains dans les poches, sans regarder en arrière. Cette même route où grand-père m'avait porté pour entrer le soir où j'étais arrivé à sa porte. La route n'avait pas changé, mais moi, si. J'ai sorti mon téléphone, la photo de Rosemary et moi, 5 ans, riant toujours. Au dos, au crayon, tu es toujours assez. J'ai rangé le téléphone, je me suis adossé et j'ai respiré l'air froid de Glastonbury. Au-dessus de moi, les étoiles ont fait ce qu'elles font toujours. Elles se sont montrées sans qu'on leur demande. C'est mon histoire. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas enrubannée. Mon frère est en prison. Ma mère vit seule en Floride. Je ne déteste aucun d'eux, mais je ne leur ouvre pas ma porte non plus. Voici ce que j'ai appris, et je ne dis pas cela comme un conseil. Je le dis comme quelqu'un qui a marché 5 kilomètres sous la pluie à 11 ans et qui a passé les 2 décennies suivantes à essayer de comprendre pourquoi. Vous ne devez pas de loyauté aux gens qui confondent le contrôle avec l'amour. Vous ne devez pas de pardon selon l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Et vous ne devez absolument pas votre silence pour protéger des gens qui ne vous protégeraient pas. Si vous êtes dans une famille qui vous fait vous sentir petit, qui vous fait vous demander si vous valez la peine d'être gardé. Laissez-moi vous dire ceci aussi clairement que possible, partir n'est pas une trahison. Les limites ne sont pas de la cruauté. Et construire une vie qu'il n'avait pas prévue pour vous n'est pas une vengeance. C'est de la survie. Mon grand-père a frappé à la même porte 17 fois pour moi. 17 requêtes, 17 refus. Il ne s'est jamais arrêté. Si personne n'a encore frappé à la vôtre, considérez ceci comme mon coup à votre porte. Construisez votre nid. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché quelque chose de vrai en vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Si vous avez votre propre histoire sur le fait de poser des limites avec votre famille, sur le fait de partir et de découvrir que c'était en fait marcher vers quelque chose, les commentaires sont à vous.
Je les lis tous. Abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.